publication rapport intitulé « Le numérique comme dispositif didactique favorise l'autonomie dans l'enseignement de la littérature en classe de français langue étrangère ». Je vais d'abord aborder dans ce qui suit la littérature numérique à l'école, considérée comme évolution et ou révolution pédagogique, dans lequel je vais parler de l'entrée dans le monde de l'écrit littéraire, les typologies d'une nouvelle forme littéraire numérique et le numérique comme dispositif didactique. Et là, je vais prendre en considération beaucoup plus de documents multimodaux. Deuxièmement, il s'agira de l'utilisation du document multimodal dans le processus d'autonomisation des apprentissages. Donc là, j'ai proposé deux volets qui sont l'autonomie considérée comme une compétence en construction et finalement la multimodalité au service de l'autonomie. La question d'entrer dans le monde de l'écrit et particulièrement dans celui de la littérature devient pour l'école d'aujourd'hui un véritable défi. Sa mission principale n'est désormais plus le cantonnement dans une simple fonction d'alphabétisation, mais de développer un comportement chez le lecteur, l'apprenti lecteur, qui peut s'adapter à tous les types et à tous les supports d'écrit, notamment les supports numériques. Cette adaptation repose sur la mobilisation d'un ensemble de stratégies qui s'appliquent différemment selon que l'on soit en quête d'une recherche, d'une distraction ou d'une communication, et où que l'on soit devant un livre, un tableau ou un support numérique. Dans chacun de ces cas, il y a lieu de noter que des variantes s'opèrent lors de la lecture et à des degrés différents pour tirer de l'écrit sa substance avec une habilité qui permet à l'esprit de filtrer ce qui est notable de ce qui ne l'est pas. Avec l'avènement en quelques années seulement des supports numériques, Serge Bouchardon estime dans cette optique que les conditions phénoménologiques de la lecture et de l'écriture sont radicalement modifiées. C'est pourquoi il ne s'agit plus, comme le souligne Gérard Chevaux, d'apprendre à lire, mais plutôt d'apprendre l'écrit. En maîtrisant un ensemble de savoirs et de savoir-faire relatifs au monde de l'écrit scolaire, avec d'une part ces différents types, en nombre de 3, proposés par Michel Le Bouffon, et qui sont les écrits fonctionnels, les écrits documentaires et les écrits fictionnels. Et d'autre part, par ces différents supports, que ce soit traditionnel, classique ou numérique. Face à la prolifération des nouvelles formes littéraires numériques dans un environnement communicatif hétérogène et multimodal, la littérature numérique est considérée d'après Woods comme le lieu d'une véritable rencontre entre des questions ancrées dans l'histoire littéraire, entre des réflexions sur le concept de texte et d'autres sur l'image et l'imaginaire technologique. Cette réflexion dévoile les tendances, les intérêts ainsi que les perspectives que lui sont assignées, ce qui donne lieu à l'élaboration d'une typologie de différentes pratiques de production, de diffusion et de réception de l'écrit littéraire. En effet, et selon Lassalle et Liotier, ces pratiques se présentent sous 3 types différents. Alors, en littérature numérique, on propose une typologie. La première est une littérature virtuelle. Il s'agit de la littérature publiée principalement ou exclusivement sur Internet, des PDF ou des dispositifs de publication. Elle a permis de faire naître des genres tels que la micro-littérature, principe de phrases courtes en prose ou en poésie mises en ligne sur des sites dédiés. Et ensuite, nous avons le blog, littéraire ou pas, ou encore le livre électronique en format PDF. Le deuxième type est la littérature numérique, appelée également cyberlittérature. Elle est considérée comme une prolongation de la littérature virtuelle, en se définissant non pas seulement comme une mise en ligne d'œuvres littéraires, mais par une utilisation pertinente des potentiels du numérique dès le début du processus de production ou de création. Philippe Woods l'a défini comme toute forme narrative ou poétique qui utilise le dispositif informatique comme médium
et met en œuvre une ou plusieurs propriétés spécifiques à ce médium. Le troisième type est la littérature augmentée, celle qui nous intéresse dans notre thématique. Et il s'agit pour ce type-là d'une littérature multimodale qui met en œuvre des fonctionnalités technologiques, réalité augmentée, interactivité, partage, commentaire, processus collaboratif, etc. Et ces fonctionnalités ont conduit à la conception d'une nouvelle forme de lecture, la lecture augmentée. Dans une perspective essentiellement pédagogique, il en résulte de cette typologie que les nouvelles formes littéraires numériques offrent des possibilités multiples dans le contexte d'apprentissage scolaire. En effet, l'usage du numérique dans l'enseignement de la littérature à tous les niveaux de l'école, du primaire au secondaire, a modifié considérablement les relations pédagogiques et les enjeux didactiques, ce qui nous amène à aborder dans ce qui suit le numérique comme dispositif didactique. Dans son livre « L'enseignement des langues étrangères », relativement ancien, celui de Louis Porcher, l'auteur insiste sur le rapport entre le monde du numérique et celui de l'école. Alors, pour lui, tout à fait au départ, dans les années 2000, l'enseignement d'une langue étrangère et le développement des technologies de communication médiatique sont manifestement destinés à se rencontrer, à allier leurs forces complémentaires et à combler leurs lacunes respectives. Mettre donc le numérique au service de la classe de langue est de ce fait inévitable, ce qui a donné lieu à la conception de nouvelles pratiques pédagogiques et à l'organisation des dispositifs d'apprentissage qui favorisent, selon Piet Demet, l'entraînement des compétences tant réceptives, lire et écouter, que productives, écrire et parler. Et là, on est dans les quatre compétences visées par la didactique du français langue étrangère. Mettre donc le numérique au service de la classe de langue est de ce fait inévitable, ce qui a donné lieu à la conception de nouvelles pratiques pédagogiques et à l'organisation des dispositifs d'apprentissage qui favorisent, toujours selon Piet Demet, l'entraînement des compétences. Donc là, nous avons la compétence de l'écrit, celle de l'oral, la compréhension d'écrit et la compréhension orale. Ainsi, des documents multimodaux numériques sont mis à la disposition des apprenants en classe de langue. Ils ont la particularité, contrairement aux documents monomodaux classiques, là ça renvoie à M. Saïdi, donc la version classique du document écrit au format traditionnel. Donc là, il s'agit de combiner plusieurs modes d'expression selon le support sur lequel il est conçu, comme l'explique Lebrun et Lasselle dans ses propos. Je cite, « Ce document numérique se consulte sur des supports variés, tels l'ordinateur, l'iPad, le téléphone intelligent, la télévision, le lecteur MP3, etc., etc. Il contient diverses composantes selon une géométrie variable, du texte écrit ou intervention orale, des images comme des photos, des cartes, des images animées, pensant aux vidéos aussi, ou fixes, des liens hypertextes, des émissions sonores, comme des paroles de la musique et des sonorisations diverses. Toutes ces ressources permettent à l'élève de se lancer dans des tâches multimodales et d'acquérir ce faisant des compétences multimodales. La multimodalité se caractérise donc, selon les auteurs, par la présence de différents modes iconiques, linguistiques et auditifs. Elle se présente au moins à deux niveaux. Pour le premier, il s'agit de juxtaposition ou de combinaison de différents modes. Pour le deuxième niveau, il concerne plutôt la nature multimodale de ces mêmes modes. On peut citer ici le cas de la séquence vidéo qui comprend images animées et son, les deux étant livrés conjointement. Le multimédia étant encore largement considéré comme une addition de texte, de son et d'images au sens large, on lui prête donc les qualités des modes qu'il met en présence. Anne-Laure Fouché estime dans ce sens qu'il est évident que le multimédia ne peut être conçu uniquement sur la base d'une pure et simple juxtaposition de qualité attribuée au mode qui le compose,
Quand on dit qu'articuler texte et image semble favoriser l'apprentissage d'après Meyer et Anderson, ce ne sont pas les termes texte et image qui sont importants ici, mais bien le terme articulé. Pour le brin et la selle, c'est l'articulation des modes d'expression qui fait en sorte que le texte multimodal prend forme. Et c'est justement ce que nous allons voir dans la partie consacrée à l'expérimentation, où les apprenants de l'école primaire adoptent une réaction très favorable en lecture devant un document multimodal. On passe maintenant à la deuxième partie de ce travail consacrée à l'utilisation du document multimodal dans le processus d'autonomisation des apprentissages. Déjà, pour commencer, pour que nous, être autonome est une compétence. Elle relève de la capacité de l'élève à dépendre de moins en moins de l'enseignant et donc plus en plus de ressources humaines et technologiques choisies et mesurées. Cela ne va pas certainement plaire à ce jour, parce qu'il insiste sur le rôle important de l'enseignant en classe. Dans cette optique, l'autonomie se définit donc comme une perpétuelle recomposition, ce qui se matérialise dans une volonté d'aller toujours vers quelque chose que l'on construit, que l'on ne possède jamais totalement. Sur son site internet, Philippe Mérieux propose un petit dictionnaire de pédagogie dans lequel il définit l'autonomie de la façon suivante. La véritable autonomie, en tant qu'elle est, l'apprentissage a la capacité de se conduire soi-même, met en jeu de manière étroitement liée à trois dimensions. 1. La définition d'un champ de compétences précise pour l'éducateur. Il s'agit dans une deuxième mesure d'une option, sur des valeurs que l'on cherche à promouvoir, et finalement une appréciation du niveau de développement de la personne. Dans le cadre de notre thématique, nous nous sommes référés à la réflexion de Sandrine Lamère qui souligne qu'il paraît judicieux d'associer auto-apprentissage et nouvelles technologies d'information et de communication dans une perspective de complémentarité inhérente. Les TIS permettent d'avoir un accès individuel au savoir, de séparer donc du groupe de sa forme traditionnelle et de développer l'autonomie, mais aussi de partager dans le sens communicatif du terme. De son côté, Jacques Tardif a dévoilé l'intérêt de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information en proposant une expertise pédagogique basée sur les différentes étapes du processus d'apprentissage. Il a pu ainsi montrer, en se référant aux approches constructivistes, que l'utilisation des TIS permet de conduire l'élève à construire lui-même ses savoirs, à construire aussi ses savoirs par l'augmentation de sa capacité de résolution de problèmes et aussi par la mise en relation des différents savoirs. D'autres encore, tels que Châtel, Reiser, etc., ont également souligné l'apport considérable des TIS dans les démarches constructivistes et dont les principes pédagogiques sont complètement différents de ceux de la pédagogie objectiviste, considérée ici comme traditionnelle, et entrent en parfaite adéquation avec l'utilisation de ces nouveaux outils, comme le montrent les données suivantes. Alors, on a un environnement objectiviste et un environnement constructiviste. Pour le premier, il s'agit d'une pédagogie centrée sur l'enseignant, où un seul sens est stimulé, avec une progression unidirectionnelle, avec un média unique, travail individuel et isolé, une transmission d'informations, apprentissage passif et factuel, réponse en réaction, contexte artificiel. Pour l'environnement constructiviste, il s'agit de pédagogie centrée sur l'élève, plusieurs sens stimulés, progression multidirectionnelle, avec des médias multiples, avec un travail de collaboration, et avec un échange d'informations. L'apprentissage donc se fait par exploration, en engageant une pensée critique et une action planifiée et proactive. Contexte du monde n'est plus artificiel, mais plutôt authentique. Ces données ouvrent la voie vers d'autres orientations basées sur l'interactivité, qui signifie, selon Bouchard et Mongenou,
la façon dont les humains interagissent avec les ordinateurs ou entre eux à l'aide d'ordinateurs. Il s'agit donc, selon Pierre Desmaîtres, de deux types d'interactivité. L'interaction technique entre l'homme et la machine et l'interactivité humaine réservée à l'interaction entre hommes par l'intermédiaire de la machine. La mise en pratique de ces types d'interactivité permet d'orienter l'apprentissage de la construction vers la co-construction des savoirs et des savoir-faire, d'une démarche constructiviste vers une démarche socio-constructiviste par la mise en valeur de l'activité de l'apprenant individuel et de la communauté d'apprenants. Là, c'est collectif. Et ou celle de l'apprenant au sein de la communauté d'apprenants. Ça veut dire individuel dans le collectif. Cette orientation implique donc une redéfinition de la situation pédagogique. L'interaction se manifeste donc dans une situation pédagogique où enseignants et apprenants partagent et construisent des savoirs en les manipulant à l'aide d'outils numériques, actualisant ainsi leur potentiel. Ainsi, l'enseignement de la littérature en classe de FLE s'inscrit dans une dynamique qui favorise l'implication effective de l'apprenant dans un processus d'accomplissement de tâches, dont certaines se font individuellement par la mise en œuvre des principes du travail en autonomie. Une fois les composantes des tâches accomplies individuellement sont assimilées, elles vont être réinjectées dans des interactions à venir afin de les réactualiser. C'est le cas ici pour le projet de fin de séquence d'apprentissage en 5e année, par exemple. Ah, ça y est. Donc je vais parler brièvement de l'expérimentation que nous avons faite sur le terrain à l'école primaire avec une classe de 5e année. Donc, et ça concerne essentiellement la multimodalité comme facteur déterminant dans le processus d'autonomisation. Et c'était ça justement notre objectif de départ. Il s'agit donc d'une activité pratiquée en 5e année primaire et qui repose sur l'exploitation dans une première partie d'un texte, La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine, extrait du manuel scolaire de la 5e année. Nous avons proposé dans une deuxième partie le même texte sous forme de vidéo extraite du site hellokids.com, un site pédagogique qui propose plusieurs activités pour les enfants organisées sous forme de rubriques, coloriage, dessin pour les enfants, activités manuelles, jeux en ligne, lecture et enfin vidéo et tutoriels. L'expérimentation s'est donc faite en 3 étapes. La première consiste à lire le texte dont le manuel peut répondre aux questions de compréhension, en nombre de 5, proposées toujours dans le manuel. La deuxième étape, les apprenants sont invités, dans la deuxième étape, ils sont invités à voir la vidéo, puis à répondre aux dernières questions qui accompagnent le texte initial. Une troisième étape qui consiste à faire participer les élèves à un débat sur les avantages du travail, avait pour objectif d'enrichir justement le texte et proposer une suite à l'histoire. Parce que dans l'histoire de la cigale et la fourmi, et comme la fourmi a refusé de donner à nourrir, de la nourriture à la cigale, et bien la dernière question dans le manuel scolaire, c'était est-ce qu'elle a bien fait? Est-ce que la fourmi a bien fait en agissant ainsi? Ou bien est-ce qu'elle a opté pour la bonne solution, etc. Et là, on demande aux élèves d'imaginer la fin de l'histoire. Pour les résultats obtenus, nous avons 23 élèves sur 32 qui ont lu le texte dans la première étape. Tous les élèves ont vu la vidéo dans la deuxième étape. 21 élèves ont répondu aux questions dans la première étape, alors que tous les élèves ont répondu avec beaucoup de plaisir aux questions qui ont succédé à la deuxième, à la vision de la vidéo. Ensuite, vous avez une troisième étape où 18 élèves ont participé au début au débat, un nombre qui dépasse largement ceux enregistrés habituellement. Donc quand on leur propose un texte écrit dans le manuel scolaire, donc la réaction des élèves n'est pas toujours appréciée par les enseignants.
Mais quand ils ont vu la vidéo, et bien là, ils ont eu une réaction complètement différente. Et ce qui m'a surpris, moi aussi, c'est que même l'enseignante a été émerveillée par l'expérimentation et elle a vu que cette méthode-là, le fait de proposer un texte multimodal ou un document plutôt multimodal aux apprenants était une bonne initiative dans la mesure où elle faisait participer tout le monde et faire réagir tout le monde. Pour la conclusion, ça va, il me reste juste la conclusion. Et pour la conclusion, je vais citer juste une citation de Lebrun, de Monique Lebrun et Nathalie Lasserre. Les documents multimodaux issus des nouvelles technologies numériques peinent à trouver leur place à l'école. Et pourtant, ce sont ceux que manipulent les élèves hors du cadre scolaire et grâce auxquels ils font de multiples apprentissages informels. Là, je considère que l'école est en retard par rapport à l'environnement socioculturel des élèves. Elle est très en retard. Dans l'école primaire où j'étais, il y avait un seul micro, un seul ordinateur pour le directeur, et il y avait aussi un seul ordinateur à la portée des enseignants dans la salle des enseignants pour préparer leur cours et leur fameuse fiche pédagogique. Rien de plus. Il n'y en a plus dans les salles des enseignants. Il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a pas. Même au collège. Voilà, très bien. Plusieurs chercheurs ont en effet démontré que l'élève du XXIe siècle, sollicité par les nouveaux médias hors de l'école, devient de moins en moins performant dans des médias classiques et que cela est particulièrement vrai chez les élèves les plus faibles, qui sont toujours moins motivés. Il faut trouver une voie pour intégrer aux approches pédagogiques les divers documents de la littératie classique et ceux encore de la littératie médiatique multimodale. Dans ce cas, et ça va être mon dernier mot, il n'y a pas de littérature classique et de littérature numérique. Ce dont on a parlé ce matin et ce dont on a parlé hier. Il y a les défenseurs du classique et les défenseurs du numérique. Moi, je trouve qu'il y a une seule littérature. Elle est à la fois classique et numérique. Donc, la première est en complémentarité avec la deuxième. Et comme ça, on dit toujours qu'il faut de tout pour faire un monde. Merci, Madame la Présidente.